En 1944, alors que les Allemands commençaient à perdre le contrôle de la France, les rôles s'inversèrent. La résistance cessa de se cacher et commença à régler ses comptes. Il n'y eut pas de procès, pas de défense. Juste des noms, des fusils et des sentences immédiates. Ceux qui avaient collaboré avec les nazis, dénoncé des voisins ou rejoint la police furent traqués et exécutés sur les places, les routes et dans les sous-sols. Certains moururent devant les foules, d'autres sans témoins. Personne ne demanda d'explication. Personne n'offrit le pardon. Était-ce la justice ou la vengeance? Qui décidait qui devait mourir? Voici l'histoire des châtiments les plus impitoyables pendant l'effondrement du régime de Vichy. La chute de la France et la naissance de l'ennemi intérieur, France, juin 1940. En seulement 6 semaines, l'une des puissances militaires les plus respectées d'Europe gisait prosternée devant la machine de guerre du Troisième Reich. La rapidité de l'effondrement surpassa toutes les attentes. Des armées entières se désintégrèrent. Les villes furent abandonnées sans résistance. Et des millions de civils furent vers le sud dans des caravanes interminables de terreur et de confusion. Le 22 juin, dans la forêt de Compiègne, Adolf Hitler imposa une humiliation calculée. L'armistice fut signé dans la même voiture salon où l'Allemagne avait accepté la défaite en 1918. Ce geste théâtral inaugura une nouvelle ère. La France fut divisée en 2 zones, avec le nord sous contrôle allemand direct et le sud administré depuis la ville d'Eau de Vichy par un régime qui révélerait bientôt sa vraie nature. Philippe Pétain, le maréchal de 84 ans, assuma la direction du nouvel État. Son prestige de héros de Verdun légitima un projet politique qui transcendait la simple survie sous l'occupation. Le régime de Vichy ne se contenta pas de simplement gérer la défaite. Il aspira à régénérer la France en éliminant ce qu'il considérait comme les causes profondes du déclin national. La devise républicaine disparut. Liberté, égalité, fraternité furent remplacées par travail, famille, patrie. Cette transformation symbolique annonça des changements radicaux. Les syndicats furent dissous, les partis politiques furent interdits et la presse fut censurée. Les juifs furent exclus de la fonction publique par des statuts promulgués sans pression allemande, révélant que la collaboration n'était pas simplement pragmatique, mais idéologiquement volontaire. Pierre Laval, Premier ministre et véritable architecte de la collaboration, poussa ses politiques à leurs conséquences les plus extrêmes. Avocat habile et politicien expérimenté, Laval croyait sincèrement que l'avenir de l'Europe appartenait à l'Allemagne. Son administration transforma l'administration française en un auxiliaire efficace des objectifs nazis. Déportation ouvrière, persécution raciale et répression politique. Dans ce contexte de collaboration systématique, l'organisation la plus redoutée de la France occupée naquit. Le 30 janvier 1943, coïncidant délibérément avec le 10e anniversaire de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, la création officielle de la milice française fut annoncée. Bien que présentée comme une force de maintien de l'ordre, sa vraie mission était d'écraser la résistance interne en utilisant des méthodes qui rivalisaient avec la brutalité de la Gestapo. Joseph Darnan, fondateur et commandant suprême de la milice, incarnait la radicalisation de certains secteurs du nationalisme français. Vétéran décoré de la Première Guerre mondiale, Darnan avait évolué vers des positions fascistes pendant la période de l'entre-deux-guerres. Son anticommunisme viscéral et son admiration pour les méthodes autoritaires l'amenèrent à jurer fidélité personnelle à Adolf Hitler, acceptant même le grade d'officier dans la Waffen-SS. La structure de la milice reflétait sa nature paramilitaire. Les miliciens portaient des uniformes bleu marine avec des bérets assortis et l'emblème de la flamme grecque, symbole de régénération nationale. L'organisation était divisée en 2 composantes. Les miliciens ordinaires qui conservaient leurs occupations civiles et la garde franche, un groupe d'élite qui vivait en caserne et recevait un entraînement militaire intensif. Le recrutement attira des profils divers, mais ils étaient unis par des circonstances spécifiques. Un noyau idéologique était composé de fascistes convaincus qui voyaient la défaite comme une opportunité de purger la France des influences étrangères. Juifs, communistes, francs-maçons et républicains. Un autre groupe rejoignit pour des raisons économiques. Salaires réguliers, rations alimentaires plus élevées et exemption du travail obligatoire en Allemagne. Un 3e élément contamina sérieusement l'organisation, des criminels de droit commun recrutés en échange de peines réduites. Ces individus libérés de prison pour rejoindre les rangs de la milice apportèrent une dimension criminelle qui se manifesterait dans des méthodes d'interrogatoire particulièrement sadiques. Dans des villes comme Lyon, Marseille et Toulouse, la milice établit des centres de détention dans des hôtels réquisitionnés, des écoles abandonnées et des bâtiments administratifs. Ces lieux devinrent des chambres de torture où des méthodes systématiques furent
appliquées. Coups, électrocutions, torture par l'eau et mutilations sexuelles. L'horreur était amplifiée par le fait que les bourreaux parlaient la même langue que leurs victimes. Les renseignements alliés confirmèrent que la milice posait une menace plus grande que les forces allemandes régulières. Leur capacité à interpréter des signaux sociaux imperceptibles aux étrangers en faisait des chasseurs mortels de réseaux clandestins. Un résistant capturé par la milice avait peu de chances de survie. Entre 1943 et 1944, la milice atteignit environ 35 000 membres actifs, un chiffre qui révéla la profondeur des divisions françaises internes. Leur participation aux rafles, déportations et exécutions fut constante et brutale. Ils collaborèrent directement avec la SS dans des massacres comme celui de Vassieux en Vercors, où 73 civils furent exécutés en représailles aux activités de résistance. La brutalité s'intensifia alors que la guerre basculait vers les Alliés. Conscients que la libération apporterait un jugement sommaire, les militants les plus engagés adoptèrent une logique désespérée. Éliminer les témoins, détruire les preuves, terroriser les populations. Chaque acte violent rendait leur propre punition plus inévitable, créant un cycle de terreur qui culminerait dans un règlement de compte également impitoyable. La milice, le visage le plus cruel du collaborationnisme. La milice française perfectionna un système répressif qui combinait renseignement local, brutalité systématique et terreur psychologique. Ces méthodes étaient plus efficaces que celles de la Gestapo parce qu'elles opéraient de l'intérieur. Des miliciens qui connaissaient chaque rue, chaque famille, chaque secret de leur communauté. Cet avantage transforma l'organisation en le bras le plus mortel de l'appareil collaborationniste. Jean Lucher illustrait la collaboration intellectuelle qui légitimait la violence physique. En tant que rédacteur du journal Les Nouveaux Temps et président du groupe Collaboration, Lucher construisit le cadre idéologique qui justifiait la répression. Ses éditoriaux ne défendaient pas simplement la collaboration. Ils identifiaient des cibles spécifiques pour la persécution. Les articles de Lucher fonctionnaient comme des listes de morts dissimulées. Quand il dénonçait des intellectuels juifs, républicains ou de la résistance, leur nom apparaissait ensuite sur des mandats d'arrêt. La coordination entre propagande et répression n'était pas accidentelle. Lucher maintenait des contacts directs avec les services de renseignements allemands et recevait des informations pour ses campagnes de diffamation. En mars 1943, un éditorial de Lucher intitula « Victor Basch, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, le juif le plus dangereux de France ». L'homme de 85 ans représentait tout ce que les collaborateurs méprisaient : judaïsme, humanisme laïque et défense de Dreyfus. 3 semaines après la publication, des miliciens interceptèrent Basch et sa femme près de Lyon. Les deux furent exécutés sur place avec une cruauté particulière dirigée contre le vieil homme, qui fut abattu plusieurs fois avant de mourir. Paul Touvier, commandant régional de la milice à Lyon, personnifiait la brutalité opérationnelle de l'organisation. Sa collaboration avec Klaus Barbie, le chef local de la Gestapo connu comme le boucher de Lyon, conduisit à certains des épisodes les plus sanguinaires de l'occupation. Touvier conduisait personnellement des interrogatoires qui combinaient les méthodes allemandes avec des innovations françaises particulièrement sadiques. Le centre de détention sous le commandement de Touvier opérait dans le bâtiment militaire de Montluc, qui avait été transformé en chambre de torture. Les méthodes documentées incluaient la baignoire, où la tête du prisonnier était répétitivement plongée dans l'eau glacée jusqu'au point de suffocation. Hirondelle impliquait de suspendre le détenu par ses poignets liés derrière son dos, disloquant ses épaules et causant une douleur extrême. Touvier implémenta également des tortures psychologiques élaborées, exécutions simulées, menaces contre les membres de famille et forçage des prisonniers à assister aux tortures de codétenus. Un survivant de la prison de Lyon décrivit comment Touvier conduisait personnellement des sessions qui alternaient coups systématiques avec des périodes de silence total, brisant la résistance mentale de la victime. Les techniques furent raffinées avec l'expérience accumulée. Les interrogateurs apprirent que la peur de la mort des êtres chers était plus efficace que la douleur physique personnelle. Ils développèrent des méthodes pour maintenir les prisonniers conscients pendant des tortures prolongées, maximisant la souffrance tout en préservant la capacité à fournir des informations. L'incident le plus notoire de Touvier eut lieu le 29 juin 1944 en représailles à l'assassinat de Philippe Henriot, ministre de la propagande de Vichy. 7 otages juifs furent exécutés à Rieux-la-Pape sous sa supervision directe. Les corses montrèrent des signes de torture précédentes: fractures, brûlures, mutilations. Ce massacre fut planifié comme un acte exemplaire pour terroriser la population et démontrer que personne n'était en sécurité. Fernand de Brinon, délégué général du gouvernement de Vichy en zone occupée,
coordonna la logistique de la répression au niveau national. Bien qu'il maintint un profil diplomatique, de Brinon fut directement responsable d'opérations qui coûtèrent des milliers de vies. Son rôle fut particulièrement décisif dans l'organisation de rafles massives contre les populations juives. La rafle du Vélodrome d'hiver en juillet 1942 exemplifia l'efficacité mortelle de la collaboration dirigée par de Brinon. Plus de 13 000 juifs, incluant 4 000 enfants, furent arrêtés par la police française, suivant des listes dressées par les services administratifs français. De Brinon supervisa personnellement la logistique, transport, garde et sélection pour la déportation. Les trains quittant Drancy pour Auschwitz portaient le sceau administratif de Brinon. La correspondance récupérée après la guerre révéla son obsession d'améliorer l'efficacité des déportations, suggérant des modifications techniques pour accélérer le processus. Sa froideur bureaucratique contrastait avec l'ampleur humaine de ses décisions. De Brinon coordonna également la remise des résistants capturés à la machinerie d'extermination nazie. En mars 1944, il approuva la déportation de membres du Conseil national de la résistance détenus à Paris. La plupart furent torturés rue des Saussets et à Fresnes, où ils périrent dans des conditions atroces. Le réseau d'informateurs de la milice pénétra tous les niveaux sociaux. Marchands, fonctionnaires, enseignants, même des prêtres fournirent des informations en échange de protection, d'argent ou de faveurs. Ce système transforma la vie quotidienne en exercice de survie, où un mot imprudent pouvait signifier la mort. Les miliciens développèrent des techniques spécifiques pour briser le moral de communautés entières. Les arrestations nocturnes furent menées avec un maximum de théâtralité, véhicules bruyants, uniformes visibles, cris délibérés. Le but était que tout le quartier soit témoin de l'arrestation, amplifiant la terreur au-delà de la victime immédiate. Les exécutions publiques faisaient partie de cette stratégie d'intimidation. À Toulouse, des miliciens exécutèrent 11 prisonniers sur la place principale le 17 août 1944, forçant les résidents à regarder le spectacle. Les camps furent laissés exposés pendant des heures, avec des panneaux les identifiant comme terroristes, ennemis de la France. Les méthodes d'interrogatoire évoluèrent vers des raffinements de cruauté particulières. En plus de la torture physique standard, les miliciens développèrent des techniques spécifiquement conçues pour briser la résistance psychologique, forçant les prisonniers à écrire des lettres d'adieu à leur famille avant l'exécution, feignant des libérations pour les recapturer, et utilisant des enregistrements de cris d'autres victimes de torture. Entre 1943 et 1944, la milice fut directement responsable de plus de 3000 assassinats politiques documentés, environ 7000 arrestations, suivies de tortures ou déportations, et de participation à au moins 25 rafles massives. Traqués sans refuge, la chute des fugitifs. Le 6 juin 1944 marqua le début de la fin pour le régime de Vichy et ses collaborateurs. Les plages de Normandie, désormais tête de pont alliée, représentaient plus qu'une opération militaire. Elle constituait le début d'un règlement de compte qui s'était développé pendant 4 années d'occupation et de répression. Pour les membres de la milice, le débarquement allié signifiait un décompte inexorable vers des procès sommaires ou des exécutions immédiates. Dans les casernes de milice, la nouvelle du jour J fut accueillie par un mélange d'incrédulité officielle et de panique privée. Des documents internes récupérés après la guerre révèlent le contraste entre la propagande publique promettant la défaite alliée et les vraies préoccupations des commandants. Un commandant de Lyon nota dans son journal personnel « Si les Anglo-Américains réussissent à établir une tête de pont solide, notre sort sera scellé. La population qui nous craint aujourd'hui nous haïra sans retenue demain. » L'ouverture du second front en Provence le 15 août accéléra dramatiquement l'effondrement du système collaborationniste. La France fut prise dans un étau militaire qui comprima inexorablement le territoire contrôlé par les forces de l'Axe. Les miliciens qui pendant des mois avaient exercé un pouvoir presque absolu sur leurs compatriotes se trouvèrent soudain vulnérables. Les Allemands, priorisant leur propre survie tactique, abandonnèrent les positions périphériques pour se concentrer sur des bastions stratégiques, laissant leurs anciens collaborateurs français sans protection. Cet abandon révéla la nature purement utilitaire de la relation. Quand les Français ne servaient plus les intérêts allemands, ils furent impitoyablement abandonnés. Joseph Darnande, fondateur de la milice et symbole ultime de la collaboration armée, réalisa qu'il n'y avait pas de refuge sûr pour lui sur le sol français. Son uniforme d'officier de la Waffen-SS et son serment personnel de loyauté à Hitler faisaient de lui un double traître. Ses options de survie furent réduites à des alternatives désespérées.
chacune chargée de risques mortels. Le 17 août, face à la chute imminente de Lyon, Darnan fuit vers l'Allemagne accompagné d'un convoi de hauts fonctionnaires du régime. Sa destination immédiate était Sigmaringen, où Hitler avait autorisé l'établissement d'un gouvernement français fantôme. Cependant, cette forteresse du crépuscule offrait une protection temporaire, mais aucune solution permanente. D'Allemagne, Darnan voyagea vers l'Italie du Nord, spécifiquement vers la région du Haut-Adige, espérant négocier son passage vers un pays neutre. Le choix de l'Italie comme route d'évasion n'était pas accidentel. L'effondrement du régime fasciste de Mussolini avait créé des zones troubles où il était possible de se déplacer avec de faux papiers ou en corrompant les autorités locales. La capture de Darnan par les troupes britanniques en juillet 1945 coupa effectivement ses options d'évasion. Il fut immédiatement identifié en raison de sa notoriété et remis aux autorités françaises pour faire face à un procès que tout le monde savait se terminerait par une exécution. Son rapatriement en France symbolisa la détermination alliée de ne permettre à aucun collaborateur clé d'échapper à la justice. Pierre Laval, Premier ministre de Vichy et architecte de la collaboration administrative, choisit une route différente, mais également désespérée. Son objectif était l'Espagne, où il espérait que le régime Franco lui accorderait l'asile politique. Cet espoir était basé sur la neutralité pro-axe de l'Espagne pendant la guerre et ses contacts antérieurs avec les autorités françaises. Le 17 août, Laval quitta Vichy avec un petit entourage d'officiels loyaux. Il se dirigea initialement vers l'Allemagne, où il demeura plusieurs mois à Sigmaringen, participant au théâtre politique du gouvernement en exil. Cependant, son plan ultime fut toujours de traverser en Espagne quand la situation deviendrait intenable. En mai 1945, avec la défaite complète du Troisième Reich, Laval traversa clandestinement les Alpes vers Barcelone. Son groupe incluait sa femme et plusieurs collaborateurs qui cherchaient aussi refuge. Le voyage était dangereux. Les cols de montagne étaient partiellement contrôlés par des guérilleros républicains espagnols qui collaboraient avec la résistance française et ne montraient aucune pitié aux collaborateurs. L'arrestation de Laval à Barcelone par la police espagnole révéla que le régime Franco, sous pression des Alliés, avait décidé de ne pas accorder l'asile aux collaborateurs français. Cette décision marqua la fin de l'Espagne de Franco comme refuge viable pour les fugitifs du régime de Vichy. Laval fut emmené en Autriche et remis aux troupes américaines. Fernand de Brinon, délégué général du gouvernement de Vichy en zone occupée, suivit un chemin similaire, mais avec moins d'options. Son rôle visible dans la coordination des déportations en avait fait une figure connue des services de renseignement alliés, limitant sévèrement sa capacité d'échapper sans être reconnu. Brinon s'enfuit initialement à Sigmaringen, où il fut nommé ministre des Affaires étrangères du gouvernement fantôme. Cette position purement symbolique ne lui fournit aucune protection réelle quand les forces alliées commencèrent à pénétrer le territoire allemand. Sa tentative d'évasion vers l'Autriche se termina par sa capture par des soldats américains en avril 1945. Les routes d'évasion utilisées par les collaborateurs étaient limitées par la géographie et les circonstances militaires. Les cols pyrénéens vers l'Espagne, traditionnellement utilisés par les fugitifs politiques, étaient partiellement contrôlés par des guérilleros républicains espagnols qui ne montraient aucune pitié aux collaborateurs français. Certains furent sommairement exécutés sur territoire espagnol avant de pouvoir demander l'asile. La route vers l'Italie offrait initialement de meilleures perspectives en raison du chaos qui suivit l'effondrement du régime de Mussolini. Cependant, la présence de partisans italiens et de forces alliées rendait tout mouvement extrêmement dangereux. Beaucoup de collaborateurs furent dénoncés par des civils italiens qui les identifièrent comme associés du régime nazi. Certains membres juniors de la milice tentèrent simplement de disparaître, se fondant dans la population civile dans des régions où ils étaient inconnus. Cette stratégie fonctionna temporairement pour certains, bien que l'arrivée de réfugiés dans de petites communautés rurales éveillait inévitablement les soupçons. Beaucoup furent trahis par des voisins observateurs ou d'anciens informateurs désireux de prouver leur patriotisme soudain. Ceux qui parvinrent à atteindre des pays comme l'Argentine, le Paraguay et le Chili utilisèrent les mêmes réseaux d'évasion employés par les criminels de guerre nazis. Ces routes, connues sous le nom de lignes de rats, incluaient de faux papiers fournis par des organisations catholiques ultra-conservatrices, refuges temporaires dans des monastères et transports coordonnés vers les ports sud-américains. Cependant, pour les figures les plus proéminentes de la collaboration, le sort était presque invariablement l'arrestation et le rapatriement. Les Alliés maintenaient des listes détaillées de collaborateurs recherchés et coordonnaient étroitement la capture des fugitifs. La détermination à remettre ces individus à la justice française reflétait à la fois des considérations légales et le besoin politique de démontrer que la trahison aurait des conséquences définitives. Abattus sans procès,
la vengeance prend le dessus. Le 2 septembre 1944, la ville de Grenoble fut témoin d'un des premiers actes de justice sommaire organisés par la résistance française après la libération. Le choix de l'emplacement n'était pas accidentel. Un site industriel près d'une ancienne briqueterie, le même endroit où les Allemands avaient exécuté 23 résistants des semaines plus tôt. Dans une inversion symbolique de la terreur, la résistance transforma ce lieu de martyre en théâtre de vengeance. Plus de 4000 personnes se rassemblèrent pour assister à l'exécution de 6 membres de milice capturés dans les opérations de nettoyage post-libération. La foule se comportait comme des spectateurs à un spectacle public, se bousculant pour de meilleures positions de vue. Certains portaient leurs enfants sur leurs épaules pour qu'ils puissent assister à ce qu'ils considéraient comme une leçon d'histoire vivante. Les 6 miliciens, âgés entre 19 et 26 ans, furent attachés à des poteaux individuels sans bandeau sur les yeux. Leur comportement contrastait avec les attentes. Ils ne supplièrent pas pour la pitié, ni ne montrèrent aucun signe de panique. Le plus jeune, un jeune homme de seulement 19 ans, garda son regard fixé sur le ciel pendant toute la cérémonie, comme s'il cherchait quelque chose au-delà de la réalité immédiate l'entourant. Le peloton d'exécution, composé de membres du maquis, armés de fusils Sten britanniques et de MAS 36 français, prit position à courte portée. L'ordre de tirer fut donné sans cérémonie. Les coups résonnèrent 2 fois. La première salve fut immédiatement suivie d'une seconde pour assurer la mort. Les Corses tombèrent de manière étrangement uniforme, comme s'ils étaient chorégraphiés. Un officier du maquis marcha le long de la ligne d'exécution, tirant une balle dans la tête de chaque milicien. Ce rituel final, hérité des méthodes allemandes, compléta une cérémonie qui mélangeait justice populaire et imitation des procédures de l'occupant. Les cercueils de bois brut étaient déjà préparés, révélant que l'exécution avait été planifiée avec détail militaire. Un témoin oculaire décrivit la scène. Les 5 corps au nord de moi tombèrent lentement dans un motif terriblement ordonné. L'autre garçon était encore debout. Il semblait être fermement attaché au poteau, son dos droit, mais sa tête était penchée vers les bourreaux devant lui. La précision de la procédure révéla que la résistance avait adopté des méthodes professionnelles pour ses actes de justice sommaire. Paul Nivette affronta un sort différent, mais également mortel, en octobre 1944 à Vienne. Son cas illustra la pression populaire qui forçait souvent les décisions judiciaires. Nivette, un employé administratif dans des bureaux contrôlés par la Gestapo, avait initialement été condamné à la prison. Cependant, son appel réussi à Grenoble provoqua une réaction violente de la population locale. Le Comité de libération de Vienne, sous pression des manifestations de rue et menaces de lynchage, annula le verdict d'appel et ordonna l'exécution immédiate. La décision reflétait la tension entre le désir de restaurer l'état de droit et la soif populaire de vengeance qui ignorait les nuances légales. Approximativement 5000 personnes, incluant des familles entières, se rassemblèrent sur la place devant d'anciennes casernes militaires. L'exécution fut photographiée par Jean-Philippe Charbonnier, dont les images capturèrent non seulement le moment de l'exécution, mais aussi les expressions de la foule. Un mélange de satisfaction, curiosité morbide et catharsis collective. Nivette fut attaché à un poteau sans bandeau suivant le protocole réservé aux traîtres. Les coups furent tirés à moins de 15 mètres, assurant une précision létale. Les photographies montrent son corps effondré, suspendu par les liens, tandis que des enfants regardaient depuis les épaules de leurs parents. La normalisation de la violence en présence de mineurs reflétait l'étendue à laquelle la brutalité était devenue intégrée dans la vie quotidienne. Violette Maurice, connue comme la hyène de la Gestapo, représentait un cas différent. Une figure publique dont la trahison avait été particulièrement visible et offensante. Ancienne athlète olympique et vétérane de la Première Guerre mondiale, Maurice avait activement choisi de collaborer avec les services de renseignement allemands, trahissant non seulement son pays, mais aussi son propre passé héroïque. Le 26 avril 1944, Maurice voyageait le long d'une route rurale de Normandie dans sa Citroën traction avant, accompagné de la famille Ball, collaborateurs locaux, et 2 Allemands. Son véhicule avait été préalablement saboté par des membres du maquis qui avaient préparé une embuscade coordonnée. Quand la voiture s'arrêta dans un virage serré, des tireurs positionnés des 2 côtés de la route ouvrirent le feu simultanément. L'attaque dura moins d'1 minute, mais son intensité fut dévastatrice. Les rafales de mitrailleuses et tirs de fusils réduisirent le véhicule en décombres. Maurice fut touché au moins 7 fois dans le torse et le visage, mourant instantanément avec tous les occupants de la voiture. L'embuscade avait été spécifiquement planifiée pour éliminer Maurice, considéré comme une traître particulièrement dangereuse pour sa connaissance des réseaux de résistance et sa participation aux sessions de torture. Sa mort envoya un message clair.
Ni la notoriété publique, ni les services passés à la France ne fourniraient protection contre la justice de résistance. Le commandant du maquis responsable, Jean-Baptiste, abandonna immédiatement la zone après avoir confirmé la mort de tous les occupants. Le corps de Maurice resta non réclamé pendant des jours, avant d'être enterré dans une tombe non marquée. Son meurtre marqua une des premières exécutions de collaborateurs proéminents pendant que la guerre était encore en cours. Ces épisodes de justice sommaire reflétaient la transformation de la France en un pays où la ligne entre victimes et bourreaux s'était complètement estompée. Les méthodes employées par la résistance répliquaient souvent celles utilisées par leurs oppresseurs. Exécution publique comme dissuasion, élimination des témoins, et usage de la terreur comme outil politique. Purge sauvage, libération transformée en punition. Dans les jours immédiatement suivant la libération, la France connut une explosion de violence vengeresse connue sous le nom d'épuration. Cette période de justice improvisée révéla la profondeur du traumatisme collectif accumulé pendant 4 années d'occupation. L'absence temporaire d'autorité légale établie créa un vide qui fut rempli par des tribunaux populaires, lynchage spontané et rituels d'humiliation publique. Les estimations les plus conservatrices placent le nombre d'exécutions extrajudiciaires entre 8 000 et 15 000 personnes. Ces chiffres, compilés de records fragmentaires et témoignages ultérieurs, représentent seulement les cas documentés. La réalité était probablement plus répandue, particulièrement dans les zones rurales où la violence pouvait passer inaperçue pendant des semaines. Georges Suarez, journaliste et intellectuel collaborationniste, devint une des premières cibles de haut profil de cette purge. Ses colonnes dans Aujourd'hui et Gringoire avaient constamment défendu la collaboration avec le Troisième Reich, attaquant les dirigeants de la France libre et justifiant l'occupation comme opportunité de régénération nationale sous guidance allemande. Le 9 novembre 1944, Suarez fut arrêté par des membres des FTP-MOI, francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés, et présenté devant un tribunal exceptionnel à Paris. La vitesse des procédures révéla qu'il s'agissait plus d'une cérémonie de condamnation que d'un vrai procès. Les accusations se centraient sur le fait qu'il avait justifié la défaite et légitimé l'occupation par ses écrits. Pendant le procès sommaire, des extraits de ses articles les plus compromettants furent lus, incluant des déclarations que le déclin français nécessitait régénération sous guidance allemande, et que la résistance représentait les derniers halètements d'un système politique corrompu. Ces citations énoncées à haute voix devant un tribunal hostile scellèrent son sort immédiat. La sentence fut prononcée le même jour. Mort par peloton d'exécution. L'exécution eut lieu cet après-midi même au fort de Montrouge, sans temps pour appel ou recours. Suarez fut mené devant un peloton d'exécution composé de résistants qui avaient perdu des camarades à cause d'accusations publiées dans des articles collaborationnistes. Sa mort marqua le début d'une campagne systématique contre les intellectuels qui avaient légitimé la collaboration. Le phénomène des tondus était un des aspects les plus visuellement frappants de la purge sauvage. Des milliers de femmes accusées de collaboration horizontale, relations intimes avec des soldats allemands furent soumises à des rituels publics d'humiliation qui combinaient punition politique et violence basée sur le genre. Simone Touzeau, une femme de 23 ans de Chartres, devint le symbole photographique de cette pratique. Le 16 août 1944, elle fut traînée hors de sa maison par une foule menée par le comité local du maquis. Sur la place principale, devant des centaines de spectateurs, sa tête fut complètement rasée avec des rasoirs émoussés, causant de multiples coupures sur son cuir chevelu. La cérémonie suivit un modèle rituel établi. D'abord le rasage complet, puis la peinture d'une croix gammée sur le front avec cirage ou encre, et finalement la parade forcée dans les rues principales, tandis que la foule criait des insultes et jetait des objets. Simone fut forcée de marcher à demi nue pendant plus d'1 heure, portant un panneau l'identifiant comme prostituée allemande. Le photographe Robert Capa capta le moment exact où Simone, sa tête rasée et la croix gammée peinte sur son front, fut poussée par la foule. Son expression de terreur et d'humiliation devint une des images les plus puissantes de la libération française, illustrant à la fois la soif de vengeance populaire et la brutalité des méthodes employées. André Düring, le dirigeant local du maquis responsable de la punition de Simone, justifia plus tard l'action comme nécessaire pour purifier l'âme du peuple. Cette rhétorique de purification nationale fut répétée à travers la France, transformant les actes de violence personnelle en cérémonie de régénération collective. À Laval, la cellule Libération Nord organisa le rasage public de 12 femmes, dans une cérémonie coordonnée qui révéla le degré de planification derrière des actes apparemment spontanés. Les femmes furent rassemblées dans un bâtiment municipal, traitées individuellement, puis marchèrent vers la place centrale pour humiliation publique. Henriette Desgranges, une des femmes punies à Laval,
souffrit de complications sévères des blessures infligées pendant son rasage. Les infections résultantes menèrent à sa mort plusieurs semaines plus tard, transformant sa punition en exécution différée. Sa mort illustra comment une violence apparemment mineure pouvait s'avérer létale dans les conditions sanitaires précaires de la période d'après-guerre. Les unités de résistance organisées menèrent des exécutions sommaires avec discipline presque militaire dans plusieurs régions. À Limoges, la cellule FTP du Limousin, sous le commandement de Georges Guingouin, établit des tribunaux populaires qui poursuivirent 65 collaborateurs entre août et septembre 1944. Ganga, surnommé le préfet du maquis, mit en place un système de justice expéditive qui combinait des interrogatoires rapides avec des sentences immédiates. Sa cellule avait compilé des listes de collaborateurs locaux des mois avant la libération, incluant des commerçants qui avaient vendu des biens aux Allemands, des fonctionnaires qui avaient facilité les déportations et des civils qui avaient fourni des informations à la milice. Sur les 65 jugés par le tribunal de Ganga, 38 furent exécutés immédiatement dans un champ près de Saint-Junien. Les méthodes variaient selon la gravité perçue des crimes. Certains furent fusillés par des pelotons d'exécution formelle, d'autres furent pendus à des arbres, et quelques-uns furent exécutés d'une balle dans la nuque. Les corps furent enterrés dans des fosses communes qui ne furent marquées que des décennies plus tard. À Lyon, la transformation symbolique fut particulièrement dramatique. D'anciennes casernes de milices furent converties en centres de détention où d'anciens combattants de la résistance utilisèrent les mêmes méthodes d'interrogation qu'ils avaient endurées sur les collaborateurs capturés. Cette inversion de rôle créa une symétrie vengeresse qui illustrait l'étendue à laquelle la violence avait pénétré la société française. Émile Coulodon, connu sous le nom de Gaspard, dirigeait des opérations de nettoyage dans le Cantal qui résultèrent en au moins 120 exécutions entre juillet et octobre 1944. Sa cellule avait subi des pertes dévastatrices pendant l'occupation, incluant la torture et la mort de plusieurs de ses lieutenants aux mains de la milice. Coulodon mit en place ce qu'il appelait la justice miroir. Les collaborateurs qui avaient participé à la torture furent soumis aux mêmes méthodes avant leur exécution. Les miliciens qui avaient pendu des résistants furent pendus aux mêmes endroits. Les informateurs qui avaient causé des déportations furent exécutés aux mêmes gares d'où les trains vers les camps de concentration étaient partis. La documentation ultérieure révéla que ces cellules opéraient avec des listes de cibles détaillées, des méthodes d'élimination spécifiques et des chronologies qui maximisaient l'impact psychologique des exécutions. La spontanéité apparente de l'épuration sauvage dissimulait des niveaux significatifs d'organisation et de pré-planification. Les méthodes d'exécution variaient par région et par cellule. Dans les zones rurales, les pendaisons à des arbres ou structures improvisées prédominaient. Dans les centres urbains, les exécutions dans des cours ou places publiques étaient préférées. Certaines cellules adoptèrent des méthodes particulièrement symboliques, noyant les informateurs dans les rivières, brûlant vifs les incendiaires et enterrant vivants les collaborateurs qui avaient causé des déportations. Procès sanglant, l'État prend le contrôle. Avec l'établissement du gouvernement provisoire sous Charles de Gaulle, la France commença le processus d'institutionnalisation de la justice qui jusque-là avait été administrée de manière désordonnée par des cours populaires. La création de la Haute Cour de justice et des tribunaux d'exception marqua la transition de l'épuration sauvage à l'épuration légale. Bien que la soif de vengeance populaire continuât à influencer décisivement les décisions judiciaires, entre 1944 et 1951, environ 300 000 enquêtes pour collaboration furent ouvertes. Plus de la moitié furent classées, mais parmi les affaires qui allèrent au procès, 6 763 personnes furent condamnées à mort. Seulement 791 de ces exécutions furent réellement menées à bien, reflétant une retenue graduelle qui cherchait à équilibrer la justice avec la réconciliation nationale. Joseph Darnan, capturé en Italie et rapatrié en France, devint le symbole ultime de la trahison institutionnalisée. Son procès tenu le 3 octobre 1945 devant la Haute Cour de justice à Paris attira l'attention nationale et internationale comme test définitif de la capacité de la France à juger ses propres traîtres selon des procédures légales établies. Les preuves contre Darnan étaient accablantes et diverses. Les procureurs présentèrent des documents signés de sa propre main, ordonnant des arrestations et des exécutions sommaires. Des lettres adressées aux officiers de la Gestapo démontraient sa collaboration active dans les opérations répressives. Des témoignages de survivants de torture identifièrent sa présence personnelle lors de sessions d'interrogation
où des méthodes extrêmement brutales furent appliquées. L'élément le plus incriminant fut son serment personnel de loyauté à Adolf Hitler et son acceptation du rang de Sturmbannführer dans la Waffen-SS. Cette documentation, préservée dans les archives allemandes capturées, fournit des preuves irréfutables de trahison consciente et volontaire. Darnand avait délibérément choisi de servir un dirigeant étranger plutôt que son propre pays. Pendant le procès, Darnand adopta une stratégie de défense qui combinait justification idéologique avec déni de responsabilité directe. Il argue que son anticommunisme et sa vision d'un ordre européen sous leadership allemand avaient motivé ses actions. Il rejeta la caractérisation de ses actions comme trahison, les présentant comme un patriotisme mal orienté mais sincère. Cette ligne de défense fut systématiquement démolie par les témoignages de victimes et de membres de famille. Un survivant des centres de détention de Lyon décrivit comment Darnand avait personnellement observé des sessions de torture faisant des suggestions pour améliorer l'efficacité des interrogations. Une mère témoigna de l'exécution de son fils de 17 ans par des miliciens sous les ordres directs de Darnand. Le verdict fut unanime, coupable sur tous les chefs. Darnand reçut la sentence de mort avec une résignation apparente, bien que ses déclarations finales révélèrent un manque persistant de remords. Il fut exécuté par peloton d'exécution le 10 octobre 1945 au fort de Châtillon, suivant le protocole militaire réservé aux traîtres. L'exécution fut menée à l'aube par un peloton de 12 hommes, 6 portant des cartouches réelles et 6 à blanc pour distribuer la responsabilité psychologique de l'acte. Darnand refusa de porter un bandeau et maintint une posture droite jusqu'au moment du tir. Un sous-officier tira la balle obligatoire de grâce. Ces derniers mots, « Je meurs pour la France et pour l'Europe » reflétait son auto-tromperie idéologique persistante. Pierre Laval fit face à un processus judiciaire encore plus complexe dû à son rôle d'architecte politique de la collaboration. Capturé après sa tentative ratée de fuir vers l'Espagne, il fut soumis à un procès qui commença le 4 octobre 1945, au milieu d'une pression populaire extraordinaire. Des milliers de personnes se rassemblèrent devant le palais de justice réclamant son exécution immédiate. Les accusations contre Laval couvraient tout le spectre de la collaboration institutionnelle. En tant que Premier ministre de Vichy, il avait mis en place le service de travail obligatoire, qui envoya des centaines de milliers de travailleurs français en Allemagne. Sa responsabilité dans la déportation des Juifs fut documentée dans des ordres administratifs portant sa signature personnelle. L'épisode le plus dévastateur de l'affaire Laval fut son rôle dans la rafle du Veldiv. La correspondance interceptée révéla qu'il avait personnellement fait pression pour inclure les enfants juifs dans les déportations, argumentant que séparer les familles serait inhumain. Cette justification cynique de crimes contre les mineurs provoqua des réactions horrifiées même parmi les observateurs endurcis par des années de guerre. Laval tente de défendre son administration comme un mal moindre qui avait protégé la France de pires destins. Il argua que sa collaboration avait empêché la France d'être traitée comme la Pologne ou le bloc de l'Est. Cette défense fut catégoriquement rejetée par la Cour qui statua que la collaboration volontaire ne pouvait être justifiée par des spéculations sur des alternatives hypothétiques. La sentence de mort fut prononcée le 9 octobre 1945. Cette même nuit, Laval tenta le suicide en ingérant du cyanure, qu'il avait réussi à cacher pendant des mois. Il fut trouvé par les gardes dans un état critique et sauvé par des médecins militaires qui avaient reçu des ordres explicites de le maintenir en vie pour l'exécution formelle. Le 15 octobre, Laval fut fusillé dans la cour de la prison de Fresnes. Sa condition physique, affaiblie par la tentative de suicide, nécessita qu'il soit soutenu pendant l'exécution. Ces derniers mots, « Vive la France », contrastaient dramatiquement avec son dossier de service aux intérêts allemands. L'ironie de cette proclamation finale ne fut pas perdue sur les témoins. Paul Touvier représenta un cas unique dans l'histoire judiciaire française. Le premier citoyen français condamné pour crime contre l'humanité. Sa capture en 1989 après des décennies de vie clandestine protégée par des réseaux catholiques ultra-conservateurs rouvrit des blessures que beaucoup de Français croyaient guéries. L'épreuve contre Touvier incluait des documents signés par lui ordonnant la sélection d'otages juifs, des témoignages de subordonnés qui avaient participé à l'opération et des preuves médico-légales des méthodes utilisées dans les exécutions. Les corps avaient montré des signes de torture préalables, incluant des fractures délibérées et des brûlures indiquant un interrogatoire brutal avant la mort. Le procès fut télévisé en direct, exposant des détails troublants sur la collaboration aux audiences françaises qui étaient restées cachées pendant des décennies. Les témoignages de survivants, maintenant âgés, fournirent des comptes rendus de première main de la brutalité de la milice qui contrastait dramatiquement avec le récit officiel de
résistance héroïque. Traître dans l'ombre, la justice qui ne vint jamais. Traître dans l'ombre, la justice qui ne vint jamais. Tandis que des milliers de collaborateurs firent face à des exécutions sommaires ou des procès formels, un nombre significatif réussit à échapper à la justice française par des réseaux d'évasion qui rivalisaient avec la sophistication de ceux utilisés par les criminels de guerre nazis. Certains collaborateurs s'échappèrent grâce à des réseaux religieux et politiques qui répliquaient ceux utilisés par les criminels nazis. Monastères, fausse documentation et route vers l'Amérique du Sud. Paul Touvier, avant sa capture tardive en 1989, exemplifia la capacité de certains collaborateurs à maintenir des vies clandestines pendant des périodes extraordinairement longues. Immédiatement après sa libération, quand les tribunaux militaires émirent des mandats d'arrêt contre lui, Touvier disparut dans un réseau de protection catholique qui le garderait caché pendant plus de 4 décennies. Sa première protection vint du monastère de Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire en Bourgogne, où l'abbé Don Sortet lui fournit refuge sous une fausse identité. Cette décision n'était pas individuelle, mais partie d'une politique plus large par certains secteurs du clergé français, qui voyaient certains collaborateurs comme victimes du communisme plutôt que traîtres à la France. Le réseau de protection religieuse s'étendait sur plusieurs diocèses et ordres monastiques. Touvier passa du temps dans des couvents à Lyon, Nice et finalement au prieuré Saint-Joseph à Nice où il fut capturé. Pendant ces années, il maintint un contact régulier avec des sympathisants qui lui fournirent des fonds, de fausses documentations et des informations sur les enquêtes policières. L'amnistie partielle accordée par le président Georges Pompidou en 1971 révéla la division française persistante sur le traitement des collaborateurs. Cette décision, justifiée comme mesure de réconciliation nationale, fut largement critiquée par les groupes de résistance et les déportés qui la considérèrent comme une trahison de la mémoire des victimes. René Bousquet représenta un cas encore plus complexe d'évasion réussie suivi d'élimination avant procès. En tant que secrétaire général de la police de Vichy, Bousquet avait directement coordonné des raids massifs contre les populations juives, incluant celui du Veldiv. Sa connaissance détaillée des opérations répressives en faisait un témoin potentiellement dévastateur de la complicité française dans l'Holocauste. Après la guerre, Bousquet réussit à reconstruire une carrière dans le secteur privé, s'élevant à des positions de direction dans des institutions financières majeures. Sa réhabilitation sociale fut facilitée par des contacts politiques qui valorisaient son silence sur des aspects compromettants de la collaboration qui pourraient impliquer des figures qui avaient politiquement survécu à l'épuration. En 1991, quand il fut finalement inculpé de crimes contre l'humanité, Bousquet devint la cible de multiples enquêtes qui menaçaient de révéler la vraie étendue de la collaboration française. Son assassinat le 8 juin 1993 par le Christian Didier mentalement instable élimina commodément une figure dont le témoignage aurait été dévastateur pour le récit officiel de l'occupation. Jacques de Bernonville illustra les routes d'évasion vers l'Amérique latine qui permirent aux collaborateurs proéminents d'échapper complètement à la justice française. En tant qu'officier de milice responsable d'opérations dans la région du Québec pendant des missions coordonnant avec des sympathisants canadiens, de Bernonville possédait des connexions internationales qui facilitèrent son évasion. Après la libération, de Bernonville s'échappa initialement vers l'Espagne où le régime Neufranco fournit un refuge temporaire aux collaborateurs français. De là, utilisant de la documentation fournie par des organisations catholiques, il réussit à se déplacer au Brésil en 1948. Son arrivée à Rio de Janeiro marqua le début d'une nouvelle vie sous une identité complètement fabriquée. Au Brésil, de Bernonville établit une compagnie d'import qui fournit une couverture pour des activités plus discrètes. Des documents diplomatiques déclassifiés plus tard révélèrent qu'il maintint des contacts avec les services de renseignement français et allemands, suggérant que son exil impliquait des activités d'espionnage qui compliquèrent toute tentative d'extradition. Sa mort naturelle en 1972 mit définitivement fin à toute possibilité qu'il fasse face à la justice pour ses crimes pendant l'occupation. Le cas de Bernonville illustra comment la guerre froide transforma d'anciens collaborateurs en actifs potentiels pour les opérations de renseignement, leur fournissant une protection inadvertante des poursuites. Les lignes de rein utilisées par les collaborateurs français répliquèrent des méthodes originalement développées pour les criminels de guerre nazis. Ces routes incluaient des arrêts dans des monastères autrichiens et italiens, de fausses documentations fournies par la Croix-Rouge internationale et du transport coordonné vers des ports sud-américains,
d'où il était possible d'atteindre des pays sans traité d'extradition avec la France. L'Argentine devint une destination préférée due à la politique de l'administration Juan Perón d'accueillir des réfugiés européens sans vérification approfondie de leurs antécédents. Des pays comme le Paraguay et le Chili fournirent aussi refuge, spécialement pour des collaborateurs avec des compétences techniques ou des connexions financières utiles pour des projets de développement national. René Pleven, un officier de milice de haut rang dans la région de Bordeaux, exemplifia la capacité de certains fugitifs à établir des identités nouvelles complètement convaincantes. Après s'être échappé vers l'Argentine en 1946, il adopta le nom René Martin et établit un business d'import florissant à Buenos Aires. Sa nouvelle identité était si complète qu'il réussit à épouser une citoyenne argentine, fonder une famille et s'intégrer dans des cercles sociaux respectables. Pendant 35 ans, il vécut une vie complètement normale jusqu'à ce qu'il soit identifié par hasard en 1983 par un touriste français dont le père avait été torturé par Pleven pendant l'occupation. L'identification de Pleven rouvrit des enquêtes qui étaient restées dormantes pendant des décennies. Cependant, son âge avancé et la complexité des procédures d'extradition l'empêchèrent d'être rapatrié en France avant sa mort naturelle en 1987. Son cas illustra à la fois les possibilités d'évasion réussie et les limitations pratiques des poursuites différées. La persévérance de chasseurs de nazis comme Serge Klarsfeld dans l'identification et la poursuite de collaborateurs français maintint vivante la pression internationale pour traduire ces fugitifs en justice. Les enquêtes de Klarsfeld, financées par des organisations juives et soutenues par des gouvernements démocratiques, menèrent à l'identification de dizaines de collaborateurs vivant sous de fausses identités en Amérique latine. Cependant, les limitations légales, la résistance des gouvernements protecteurs et le passage du temps transformèrent beaucoup de ces identifications en victoires morales plutôt qu'en succès judiciaire concret. La plupart des collaborateurs identifiés moururent de causes naturelles avant qu'ils puissent être extradés, emportant leurs secrets dans la tombe. L'héritage de ces évasions réussies compliqua de manière permanente le récit français sur la justice et la réconciliation après l'occupation. La prise de conscience que certains des collaborateurs les plus brutaux avaient vécu des décennies en liberté tandis que leurs victimes gisaient dans des fosses communes alimenta des sentiments persistants d'injustice qui influencèrent les débats ultérieurs sur la mémoire historique. Les dossiers déclassifiés dans les décennies récentes ont révélé que la protection des collaborateurs fugitifs impliquait une complicité qui s'étendait au plus haut niveau d'institutions respectées. L'Église catholique, les services de renseignement occidentaux et les organisations humanitaires internationales participèrent à des degrés divers dans les opérations qui permirent